Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français, je suis Philippe et aujourd'hui nous allons parler d'un sujet vraiment intéressant pour tous ceux qui apprennent le français. Bonsoir chers auditeurs, moi c'est Sophia. Philippe, je suis très curieuse de savoir de quoi nous allons discuter ce soir. Qu'est-ce que tu as préparé pour nos amis qui nous écoutent ? Alors Sophia, aujourd'hui nous allons explorer quelque chose que beaucoup d'apprenants ressentent mais ne comprennent pas toujours. Tu sais, quand on étudie le français, il y a un moment étrange où tout semble devenir plus compliqué. Ah oui, je vois exactement ce que tu veux dire. C'est souvent au niveau A2, n'est-ce pas ? Beaucoup de nos auditeurs nous ont écrit pour nous parler de cette difficulté. Ils disent qu'au début, le français était difficile mais logique, et puis soudain, tout devient confus. Exactement. Et le plus bizarre, c'est que au niveau BUN, les choses deviennent souvent plus faciles. C'est paradoxal, non ? On pourrait penser que plus on avance, plus c'est difficile. Mais non, le niveau A2 semble être le plus dur pour beaucoup de personnes. Alors Philippe, commençons par le début. Qu'est-ce qui se passe vraiment au niveau A2 ? Pourquoi est-ce si difficile ? Moi, je me souviens, quand j'enseignais le français, mes étudiants A2 étaient souvent les plus frustrés. D'accord, laisse-moi t'expliquer. Au niveau A1, tout est simple et très structuré. On apprend à dire bonjour, à se présenter, à commander au restaurant. Les phrases sont courtes, les temps de verbe sont simples. C'est comme apprendre l'alphabet. Oui, c'est vrai. Au niveau A1, on utilise surtout le présent, peut-être un peu le passé composé. Les conversations sont prévisibles, on sait toujours à quoi s'attendre. Et nos auditeurs, est-ce que vous vous souvenez de votre niveau A1 ? Comment c'était pour vous ? Mais au niveau A2, tout change. Soudain, on doit utiliser plusieurs temps ensemble. Le passé composé, l'imparfait, le futur proche. Et il faut savoir quand utiliser chaque temps. C'est là que ça devient compliqué. Oh, l'imparfait. C'est vraiment le cauchemar de beaucoup d'apprenants. N'est-ce pas beau ? Je me souviens d'une étudiante qui me disait qu'elle ne comprenait jamais quand utiliser l'imparfait et quand utiliser le passé composé. C'est normal, Sophia, parce qu'au niveau A2, on commence à raconter des histoires plus complexes. On ne dit plus juste « j'ai mangé une pomme », on dit « je mangeais une pomme quand tu as appelé ». Il faut combiner deux actions dans le passé. Et ce n'est pas seulement les temps de verbe, Philippe. Au niveau A2, on découvre aussi les pronoms compléments directs, indirects. Tu sais, le, la, les, lui, leur. C'est tellement confus au début. Absolument. Et le pire, c'est qu'il faut les placer avant le verbe. En anglais ou dans d'autres langues, on dit « I see him ». Mais en français, on dit « je le vois ». L'ordre des mots est différent. C'est déstabilisant pour beaucoup de personnes. Chers auditeurs, dites-nous dans les commentaires, est-ce que les pronoms vous posent des problèmes ? Est-ce que vous vous trompez souvent avec le, la, lui, leur ? Nous aimerions vraiment savoir. Mais attends, Sophia, il y a encore plus. Au niveau A2, on découvre aussi le subjonctif. Enfin, on commence à le découvrir. On apprend des expressions comme « il faut que », je veux que, j'ai peur que. Ah, le subjonctif, mon expression préférée pour faire peur aux étudiants. Non, je plaisante. Mais c'est vrai que le subjonctif est vraiment difficile. Il faut que tu comprennes, il faut que tu saches, il faut que tu ailles. Même les Français font des erreurs parfois. Et tu sais ce qui rend le niveau A2 encore plus dur, c'est qu'on commence à vouloir exprimer des idées plus complexes. On ne veut plus juste dire « j'aime le chocolat ». On veut dire « j'aimerais manger du chocolat mais je ne peux pas parce que je suis au régime ». Exactement. Les pensées deviennent plus sophistiquées, mais la grammaire n'est pas encore assez solide. C'est comme vouloir construire une grande maison avec seulement quelques outils. On a l'ambition, mais pas encore tous les moyens. C'est une excellente métaphore, Sophia. Et c'est exactement pourquoi tant de personnes se sentent frustrées au niveau A2. Ils veulent s'exprimer, ils ont des choses à dire, mais les mots ne viennent pas facilement. Et puis, il y a aussi la prononciation qui devient plus importante au niveau A2. Au niveau A1, les gens sont indulgents si on prononce mal. Mais au niveau A2, on s'attend à ce qu'on prononce mieux. Les liaisons, les sons nasaux, tout ça devient plus important. Oui, et les sons français sont vraiment difficiles pour beaucoup de personnes. Le son U dans tu, le son R français, les voyelles nasales comme on, en, in. Ce sont des sons qui n'existent pas dans toutes les langues. Alors Philippe, maintenant parlons du niveau B1. Pourquoi est-ce que les choses deviennent souvent plus faciles au niveau B1 ? C'est vraiment curieux, non ? C'est une excellente question, Sophia. Au niveau B1, quelque chose de magique se produit.
Tous ces éléments difficiles du niveau A2, l'imparfait, les pronoms, le subjonctif, commencent à devenir naturels. C'est comme apprendre à faire du vélo. Tu vois, au début, c'est très difficile. On tombe, on a peur, on ne comprend pas comment maintenir l'équilibre. Mais un jour, soudain, tout devient facile. On ne réfléchit plus, on fait simplement du vélo. Parfaitement dit, au niveau B1, la grammaire devient automatique. On ne pense plus « dois-je utiliser le passé composé ou l'imparfait ?» On le sait naturellement, c'est intuitif. Et au niveau B1, on a aussi assez de vocabulaire pour vraiment s'exprimer. On peut parler de sujets variés, on peut donner son opinion, argumenter, expliquer des choses complexes. C'est très satisfaisant. Exactement. Au niveau A2, on a peut-être 800 ou 1000 mots, mais au niveau B1, on en a 2000 ou 3000. C'est une énorme différence. Avec 3000 mots, on peut vraiment avoir des conversations intéressantes. Et puis, au niveau B1, on commence à penser en français. On ne traduit plus tout dans sa tête depuis sa langue maternelle. Les mots viennent directement en français. C'est un moment formidable dans l'apprentissage. Oui, et c'est pourquoi le niveau B1 semble plus facile. On a passé la phase la plus difficile. On a construit les fondations au niveau A2, même si c'était dur. Et maintenant, au niveau B1, on peut construire sur ces fondations. Donc, chers auditeurs, si vous êtes au niveau A2 en ce moment, ne vous découragez pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que parfois vous avez envie d'abandonner. Mais continuez, le niveau B1 vous attend et ce sera mieux. Sophia a raison, le niveau A2 c'est comme une montagne. Il faut grimper, c'est fatigant, c'est difficile. Mais une fois qu'on arrive au sommet, la vue est magnifique. Et la descente vers B1 et B2 est beaucoup plus agréable. Philippe, j'ai une question pour nos auditeurs. Est-ce que vous êtes au niveau A2 maintenant ? Si oui, quelle est la chose la plus difficile pour vous ? Les temps de verbe, les pronoms, le vocabulaire ? Écrivez-nous dans les commentaires. C'est une bonne idée, Sophia. Et pour ceux qui sont déjà au niveau bon ou plus, est-ce que vous vous souvenez du niveau A2 ? Est-ce que c'était difficile pour vous aussi ? Nous adorerions lire vos expériences. Tu sais, Philippe, je pense qu'il y a aussi un aspect psychologique au niveau A2. Les gens commencent à comparer leur niveau avec celui des autres. Ils voient des personnes qui parlent couramment et ils se sentent découragés. Absolument. C'est le syndrome de l'imposteur. Au niveau A1, on est débutant et c'est normal de faire des erreurs. Au niveau B1, on parle bien et on est fier. Mais au niveau A2, on est au milieu. On n'est plus débutant, mais on ne parle pas encore bien. Et on fait beaucoup d'erreurs au niveau A2. C'est normal, c'est même nécessaire. Mais les erreurs sont frustrantes. On veut dire quelque chose, on connaît les mots, mais la phrase sort tout de travers. C'est vrai. Et parfois, les Français ne comprennent pas ce qu'on veut dire. Ou ils corrigent tout le temps. Ça peut être décourageant. Mais il faut continuer à pratiquer. C'est la seule façon de progresser. Alors, donnons quelques conseils pratiques à nos auditeurs qui sont au niveau A2. Philippe, qu'est-ce que tu recommandes pour surmonter cette phase difficile ? Bon conseil numéro 1, accepter que c'est normal d'être confus. Le niveau A2 est confus pour tout le monde. Même les personnes très intelligentes trouvent cette étape difficile. Ce n'est pas vous le problème, c'est simplement le processus d'apprentissage. Excellente remarque. Conseil numéro 2. Pratiquez les temps de verbe séparément. Un jour, concentrez-vous sur l'imparfait. Un autre jour, sur le passé composé. Ne mélangez pas tout au début. Maîtrisez chaque temps individuellement. Très bon conseil, Sophia. Conseil numéro 3, lisez beaucoup. Lisez des livres simples, des articles, des blogs. Même si vous ne comprenez pas tout, la lecture vous aide à voir comment les mots s'organisent naturellement. Et conseil numéro 4. Ne vous concentrez pas trop sur la grammaire. Oui, la grammaire est importante, mais la communication l'est encore plus. Si vous dites « hier je mange une pizza » au lieu de « hier j'ai mangé une pizza », les gens vous comprendront quand même. Exactement. La perfection vient avec le temps. Au niveau A2, l'objectif est de communiquer, pas d'être parfait. Et vous savez quoi ? Même au niveau C2, on fait encore des erreurs parfois. C'est humain. Philippe, parlons aussi des ressources. Qu'est-ce que tu recommandes comme ressources pour les apprenants de niveau A2 ? Bonne question. Je recommande d'écouter des podcasts pour débutants, comme le nôtre bien sûr. Les podcasts vous aident à habituer votre oreille au français naturel. Et vous pouvez écouter plusieurs fois la même chose. Oui. Et aussi regarder des vidéos avec des sous-titres en français. Pas en anglais, ou dans votre langue maternelle, mais en français. Ça vous aide à connecter les sons avec les mots écrits. Et pratiquer avec d'autres apprenants. Trouvez un partenaire de langue, quelqu'un qui apprend aussi le français.
Vous pouvez faire des erreurs ensemble sans vous sentir jugé. C'est moins stressant que de parler avec des natifs. Très important aussi, tenez un journal en français. Chaque jour, écrivez 3 ou 4 phrases sur votre journée. Utilisez les temps de verbes que vous apprenez. C'est un excellent exercice. Et n'oubliez pas les applications. Il y a beaucoup d'applications pour apprendre le français. Elles rendent l'apprentissage plus ludique. Mais attention, les applications seules ne suffisent pas. Il faut aussi pratiquer avec de vraies personnes. Chers auditeurs, utilisez-vous des applications pour apprendre le français? Lesquelles préférez-vous? Et est-ce que vous trouvez qu'elles vous aident vraiment? Partagez vos expériences dans les commentaires. Sophia, revenons un peu sur la question des temps de verbe. Je pense que c'est vraiment le plus grand défi au niveau A2. Peux-tu expliquer simplement la différence entre le passé composé et l'imparfait? Avec plaisir, Philippe. Alors, imaginez que vous racontez un film. L'imparfait, c'est pour décrire la scène, l'atmosphère, ce qui était en train de se passer. Il faisait beau, les oiseaux chantaient, j'étais heureux. Et le passé composé, c'est pour les actions qui se sont passées, les événements de l'histoire. Je suis sorti, j'ai rencontré mon ami, nous avons bu un café. Ce sont des actions complètes, terminées. Exactement. Donc dans une phrase comme « Je lisais un livre quand tu as appelé »,« Je lisais » est l'imparfait parce que c'est l'action qui était en cours et « Tu as appelé » est le passé composé parce que c'est l'action qui a interrompu. Très bonne explication, Sophia. Et pour nos auditeurs, je vais donner un autre exemple. Quand j'étais petit, je jouais au football tous les jours. Ici, j'étais et je jouais sont à l'imparfait parce que ce sont des descriptions du passé, des habitudes. Mais si je dis hier, j'ai joué au football avec mes amis, c'est le passé composé parce que c'est une action spécifique qui s'est passée hier. C'est fini, c'est complet. Voilà, et pour nos auditeurs qui écoutent, pratiquez cette différence. Écrivez des phrases, racontez votre journée, plus vous pratiquez, plus ça devient naturel. Maintenant, parlons un peu du vocabulaire. Au niveau A2, il y a tellement de mots nouveaux à apprendre. Comment est-ce qu'on peut les mémoriser efficacement, Philippe? Ah, la mémorisation du vocabulaire, c'est un grand défi. Mon conseil principal, n'apprenez pas les mots isolément. Apprenez-les dans des phrases, dans un contexte. C'est beaucoup plus efficace. Je suis tout à fait d'accord. Par exemple, n'apprenez pas juste le mot bibliothèque. Apprenez la phrase « Je vais à la bibliothèque pour emprunter des livres ». Comme ça, vous apprenez le mot, mais aussi comment l'utiliser. Et utilisez des images mentales. Et si vous apprenez le mot parapluie, imaginez-vous sous la pluie avec un parapluie. Créez une image forte dans votre esprit. Le cerveau retient mieux les images que les mots seuls. Et répétez, répétez, répétez. Mais pas tout en une fois. Il vaut mieux réviser un peu chaque jour que beaucoup une fois par semaine. C'est ce qu'on appelle la répétition espacée. Exactement, Sophia. Et n'essayez pas d'apprendre trop de mots à la fois. 5 à 10 mots nouveaux par jour, c'est suffisant. Si vous essayez d'en apprendre 50, vous allez tout oublier. Et utilisez les mots dans des conversations réelles. Si vous apprenez le mot épicerie, allez dans une épicerie et utilisez le mot. L'utilisation pratique est la meilleure façon de mémoriser. Sophia, il y a aussi la question de la motivation. Comment est-ce qu'on reste motivé au niveau A2 quand tout semble si difficile? C'est une question essentielle, Philippe. La motivation est vraiment le moteur de l'apprentissage. Je dirais d'abord, fixez-vous des petits objectifs réalisables. Ne dites pas « je veux parler français couramment ». Dites « cette semaine, je vais apprendre à commander dans un restaurant ». Très bon conseil. Et célébrez vos progrès, même les petits. Si aujourd'hui vous avez réussi à utiliser l'imparfait correctement une fois, c'est une victoire. Soyez fiers de vous. Et trouvez ce qui vous passionne en français. Vous aimez la cuisine? Regardez des vidéos de recettes en français. Vous aimez le sport? Lisez des articles sur le football ou le tennis. Apprenez avec des sujets qui vous intéressent. Absolument. Et rappelez-vous pourquoi vous avez commencé à apprendre le français. Peut-être que vous voulez voyager en France, ou parler avec des amis francophones, ou lire des livres en français. Gardez cette raison en tête. Et soyez patient avec vous-même. L'apprentissage d'une langue prend du temps. Ce n'est pas une course. Certaines personnes apprennent plus vite, d'autres plus lentement. L'important, c'est de continuer à avancer. Exactement. Et vous savez quoi? Chaque minute que vous passez à écouter ce podcast, à pratiquer le français, vous fait progresser. Même si vous ne le sentez pas immédiatement, votre cerveau travaille. Chers auditeurs, qu'est-ce qui vous motive à apprendre le français? Et comment faites-vous pour rester motivé quand c'est difficile? Nous aimerions vraiment connaître vos histoires.
Sophia, avant de terminer, j'aimerais parler d'un dernier point important, la peur de parler. Beaucoup de personnes au niveau A2 ont peur de parler français parce qu'ils ont peur de faire des erreurs. Oh oui, c'est un problème énorme. Et c'est dommage parce que pour progresser, il faut parler. Même si on fait des erreurs, même si ce n'est pas parfait. C'est en parlant qu'on apprend. Exactement. Et je vais vous dire un secret. Les Français adorent quand les étrangers essaient de parler français. Même si vous faites des erreurs, même si votre accent n'est pas parfait, les gens apprécient l'effort. C'est tellement vrai. Et la plupart des gens sont encourageants et patients. Ils veulent vous aider. Alors n'ayez pas peur. Lancez-vous. Dites bonjour dans un café, commandez en français, posez des questions. Et rappelez-vous, tout le monde fait des erreurs. Même les Français font des erreurs en français. C'est normal, c'est humain. Les erreurs ne sont pas des échecs. Ce sont des opportunités d'apprendre. Philippe, je pense que nous arrivons à la fin de notre discussion. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose pour nos auditeurs ? Oui, j'aimerais dire ceci. Si vous êtes au niveau A2 et que vous trouvez ça difficile, c'est normal. Vous n'êtes pas seul. Des millions de personnes dans le monde vivent de la même chose que vous en ce moment. Et cette difficulté est temporaire. Elle va passer. Un jour, vous allez vous réveiller et réaliser que vous comprenez mieux, que vous parlez plus facilement. Et ce jour-là, vous serez si fiers de vous. Le français est une belle langue, une langue riche. Ça vaut la peine de faire des efforts pour l'apprendre. Alors continuez, persévérez, ne lâchez rien. Et nous sommes là pour vous accompagner dans ce voyage. Écoutez nos podcasts, écrivez-nous dans les commentaires, partagez vos difficultés et vos victoires. Nous sommes une communauté. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Bonjourcast Français et d'activer les notifications pour ne manquer aucun épisode. Et surtout, pratiquez. Même 5 minutes par jour font une différence. Bon courage à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode. Bonne soirée à tous et continuez à apprendre avec plaisir. Au revoir. Au revoir et à bientôt, chers auditeurs. Prenez soin de vous et de votre apprentissage. Attendez, Sophia. Avant de terminer complètement, je pense qu'on devrait parler de quelque chose d'important que nous n'avons pas encore mentionné. Les expressions idiomatiques et les phrases toutes faites. Oh, excellente idée, Philippe. C'est vrai que les expressions idiomatiques posent beaucoup de problèmes au niveau A2. Tu sais, des expressions comme « il pleut des cordes » ou « avoir un chat dans la gorge ». Elles n'ont aucun sens si on les traduit littéralement. Exactement. Et au niveau A2, on commence à entendre ces expressions partout, dans les conversations, dans les films, dans les chansons. Mais on ne les comprend pas parce qu'on cherche le sens littéral. C'est vraiment déroutant pour les apprenants. Ils connaissent tous les mots individuellement, mais la phrase entière ne fait aucun sens pour eux. Par exemple, si quelqu'un dit « j'ai d'autres chats à fouetter », l'apprenant pense vraiment au chat. Ah oui, cette expression est difficile. Elle veut dire qu'on a des choses plus importantes à faire. Mais comment est-ce qu'un apprenant de niveau A2 peut le deviner ? C'est impossible sans contexte ou sans explication. Et il y a aussi les expressions avec les parties du corps. Coûter les yeux de la tête, avoir le bras long, ne pas avoir la langue dans sa poche. Ces expressions sont très courantes en français. C'est vrai. Et au niveau B1, on commence à connaître ces expressions. On les a entendues plusieurs fois, on les a apprises dans leur contexte. Mais au niveau A2, chaque nouvelle expression est un mystère à résoudre. Alors, chers auditeurs, quand vous entendez une expression que vous ne comprenez pas, ne vous découragez pas. Notez-la. Cherchez sa signification et essayez de l'utiliser vous-même. C'est comme ça qu'on apprend. Et Philippe, parlons aussi des différences régionales dans le français. C'est quelque chose qui complique encore plus le niveau A2, non ? Absolument. Le français de France n'est pas exactement le même que le français du Québec, ou de Belgique, ou de Suisse. Il y a des différences de vocabulaire, d'accent, même de grammaire parfois. Par exemple, au Québec, on dit « je suis tanné » pour dire « j'en ai marre ». En Belgique, on dit « 70 » au lieu de « 70 ». En Suisse, on dit « 80 » au lieu de « 80 ». C'est déroutant. Et les accents sont très différents aussi. L'accent du sud de la France est très différent de l'accent parisien. L'accent québécois peut être difficile à comprendre pour quelqu'un qui a appris le français standard. Donc au niveau A2, non seulement il faut maîtriser la grammaire et le vocabulaire de base, mais il faut aussi s'habituer à ces différentes variations du français. C'est beaucoup de choses à absorber en même temps. Mais c'est aussi ce qui rend le français intéressant, non ? C'est une langue vivante, diverse, riche.
Et au niveau B1, on commence à apprécier cette diversité au lieu d'en avoir peur. Exactement, Sophia. Et parlons maintenant d'un autre aspect du niveau A2, la transition de l'apprentissage en classe à l'utilisation dans la vie réelle. C'est un moment crucial. Oh oui, en classe, tout est structuré, prévisible. Le professeur parle lentement et clairement. Les exercices ont toujours une bonne réponse. Mais dans la vie réelle, c'est complètement différent. Dans la vraie vie, les gens parlent vite, ils utilisent de l'argot, ils ne finissent pas leurs phrases, ils disent « je sais pas » au lieu de « je ne sais pas ». Ils avalent des syllabes. C'est un choc pour beaucoup d'apprenants. Et au niveau A2, c'est souvent la première fois qu'on essaie vraiment d'utiliser le français en dehors de la salle de classe. On va en France pour la première fois où on essaye de parler avec des francophones natifs. Et on se rend compte que c'est beaucoup plus difficile qu'en classe. C'est vrai. Et cette réalisation peut être décourageante. On pense qu'on parle bien français parce qu'on a de bonnes notes en classe et puis on essaye de commander un café et on ne comprend même pas la réponse du serveur. Mais c'est aussi à ce moment-là qu'on apprend le plus. L'exposition au français réel, authentique, c'est essentiel. C'est difficile, c'est frustrant, mais c'est nécessaire pour progresser. Absolument. Et c'est une autre raison pour laquelle le niveau B1 semble plus facile. À ce niveau, on est déjà habitué au français de la vie réelle. On a surmonté ce choc initial. Philippe, j'aimerais aussi parler de l'importance de la culture française dans l'apprentissage. Au niveau A2, on commence vraiment à découvrir la culture. Et ça peut être compliqué. Tu as raison, la langue et la culture sont intimement liées. Pour vraiment comprendre le français, il faut comprendre la culture française. Les références culturelles, l'humour, les codes sociaux. Par exemple, la politesse en français. On doit dire « bonjour » avant de poser une question, même à un inconnu. On utilise « vous » avec les personnes qu'on ne connaît pas bien. Ces règles ne sont pas grammaticales, elles sont culturelles. Et l'humour français peut être difficile à comprendre. Il est souvent subtil, ironique, parfois sarcastique. Au niveau A2, on ne capte pas toujours ces nuances. On prend tout au premier degré. C'est vrai. Et il y a aussi les références historiques et littéraires. Si quelqu'un dit « Cesson Waterloo », il faut connaître l'histoire de Napoléon pour comprendre. Si quelqu'un parle de « chercher midi à 14 heures », c'est une expression qu'il faut apprendre. Donc au niveau A2, on n'apprend pas seulement une langue, on apprend toute une culture. C'est fascinant, mais c'est aussi beaucoup d'informations à assimiler. Et maintenant, parlons de quelque chose de très pratique. Comment organiser son temps d'études au niveau A2 ? Beaucoup de nos auditeurs nous demandent des conseils sur ce sujet. Excellente transition, Sophia. Alors, voici ce que je recommande. Créer une routine d'apprentissage. Par exemple, chaque matin pendant 15 minutes, réviser du vocabulaire. Chaque soir, écoutez un podcast en français. Et variez vos activités. Ne passez pas 2 heures à faire seulement des exercices de grammaire. Faites un peu de grammaire, un peu de vocabulaire, un peu d'écoute, un peu de lecture. La variété garde l'apprentissage intéressant. Exactement. Et utilisez vos temps morts. Dans le métro, écoutez du français. En faisant la cuisine, mettez une émission de radio en français. Vous n'avez pas besoin de comprendre tout, juste d'exposer vos oreilles à la langue. Et fixez-vous des moments dédiés pour la pratique active. Par exemple, tous les samedis matins, parlez français avec un partenaire linguistique pendant 30 minutes. La régularité, c'est la clé du succès. Et n'oubliez pas de vous reposer aussi. Le cerveau a besoin de temps pour assimiler les nouvelles informations. Si vous étudiez trop intensément sans pause, vous allez vous épuiser et perdre votre motivation. Très important, Philippe et chers auditeurs, comment organisez-vous votre temps d'étude ? Combien de temps par jour consacrez-vous au français ? Partagez vos routines dans les commentaires. Ça pourrait inspirer d'autres apprenants. Sophia, il y a aussi la question des erreurs fossilisées. Tu sais, ces erreurs qu'on répète encore et encore et qui deviennent des habitudes, c'est un problème au niveau A2. Oh oui, les erreurs fossilisées sont vraiment problématiques. Par exemple, si on dit toujours « je suis 25 on » au lieu de « j'ai 25 ans », cette erreur peut devenir automatique. Et plus on la répète, plus c'est difficile de la corriger. C'est pourquoi il est important d'avoir quelqu'un qui vous corrige. Un professeur, un ami francophone, un partenaire d'échange linguistique. Ne laissez pas vos erreurs devenir des habitudes. Et quand quelqu'un vous corrige, ne soyez pas vexé. Remerciez-le et répétez la phrase correctement. La correction est un cadeau, c'est une opportunité d'amélioration. Exactement. Et soyez attentifs à vos propres erreurs.
Si vous remarquez que vous faites toujours la même erreur, concentrez-vous particulièrement sur ce point. Pratiquez la forme correcte jusqu'à ce qu'elle devienne automatique. Et maintenant, Philippe, parlons d'un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Combien de temps faut-il pour passer du niveau A2 au niveau B1 ? C'est une question qu'on nous pose souvent. Ah, la question à 1 million d'euros. Eh bien, ça dépend vraiment de chaque personne. Certains passent du A2 au B1 en 3 mois, d'autres en 1 an ou plus. Il n'y a pas de réponse unique. Ça dépend de combien de temps vous pratiquez chaque jour, de votre langue maternelle, de votre motivation, de vos opportunités de pratiquer. Si vous vivez en France et parlez français tous les jours, vous progresserez plus vite. Mais une chose est sûre, avec de la pratique régulière et de la persévérance, tout le monde peut atteindre le niveau B1. Ce n'est pas une question de talent, c'est une question d'effort et de temps. Et rappelez-vous, le but n'est pas d'être parfait au niveau A2 avant de passer au B1. Vous allez continuer à améliorer votre A2 même quand vous serez au niveau B1. L'apprentissage n'est pas linéaire. Exactement, Sophia. Et pour terminer vraiment cette fois, j'aimerais encourager tous nos auditeurs. Vous faites un travail formidable en apprenant le français. C'est courageux d'apprendre une nouvelle langue. Le français est difficile, c'est vrai. Mais il est aussi magnifique, expressif, poétique. Et chaque petit progrès que vous faites est une victoire. Alors soyez fiers de vous, célébrez vos réussites et continuez à avancer. Merci infiniment de nous avoir écoutés pendant tout ce temps. Nous espérons que cette discussion vous a aidé à comprendre pourquoi le niveau A2 est difficile et pourquoi le B1 sera plus facile. N'oubliez pas de laisser un commentaire, de nous dire où vous en êtes dans votre apprentissage et de partager vos défis et vos victoires. Nous lisons tous les commentaires et nous adorons échanger avec vous. Et si ce podcast vous a plu, pensez à le partager avec vos amis qui apprennent aussi le français. Plus nous serons nombreux dans cette communauté, plus nous pourrons nous entraider. Sur ce, nous vous souhaitons une excellente continuation dans votre apprentissage. Courage, persévérance et surtout, prenez du plaisir à apprendre. Bonne soirée à tous nos merveilleux auditeurs, continuez à pratiquer, continuez à progresser et à très bientôt pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir, chers amis du français. À très bientôt. Et que votre voyage avec la langue française soit rempli de belles découvertes.